Monsieur Arthuis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour l'Association des masters en économie de Strasbourg. Vous êtes actuellement le président de la commission des budgets au Parlement européen. Nous allons parler ensemble d'actualités économiques, notamment du plan Juncker, du budget européen qui vient d'être voté aujourd'hui au Parlement et du traité transatlantique. D'abord, ma première question sera donc sur le plan Juncker. Que pensez-vous de ce plan? Pensez-vous que son financement est correct? Pensez-vous qu'il est surtout réalisable? C'est une heureuse initiative. C'est peu dire que l'Europe traverse un moment difficile au regard de la croissance, au regard de l'emploi. Nous ne pouvons rester dans cette situation. Il faut une initiative. Il y a un déficit d'investissement. Nous savons que les comptes publics sont saturés par les dépenses, que les déficits sont excessifs, que les dettes publiques ont explosé et qu'on ne peut pas continuer à s'endetter ainsi. En tout cas, aussi longtemps qu'on n'aura pas un État fédéral. Et donc, puisqu'il y a tant et tant de liquidités, essayons de convaincre les épargnants d'affecter leur liquidité au financement de projets structurants, de projets qui donnent de la compétitivité au territoire européen, qui donnent donc de la croissance et qu'ainsi nous puissions inverser la courbe du chômage. On ne peut pas rester dans une situation de chômage de masse de cette nature. C'est pire encore pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette situation est scandaleuse. Donc Jean-Claude Juncker prend une initiative d'ingénierie financière. Autrement dit, le marché est peut-être hésitant par rapport à certains projets que portent les États membres, que portent des grands opérateurs en matière de télécommunications, en matière d'énergie, en matière de recherche, en matière de transport. Bref, tout ce qui peut contribuer à réaliser une vraie Europe, à sortir de ce cloisonnement. Notre marché intérieur n'est pas achevé. Télécommunications, marché financier, financement des entreprises, énergie, tout cela reste très perfectible. Donc comment inciter des capitaux privés à aller vers des projets d'intérêt général? Il faut apporter une contribution publique. Eh bien cette contribution publique va venir par une intelligente ingénierie financière, par un fonds qui bénéficie d'un engagement de la part de l'Union européenne. Un engagement qui va s'élever à 16 milliards d'euros, complété par un engagement de la Banque européenne d'investissement de 5 milliards, 16 et 5 font 21, et ces 21 milliards ainsi gagés vont pouvoir permettre, par effet de levier, de constituer un fonds de l'ordre de 60 ou 70 milliards. C'est un premier pas. On espère que les États membres pourront prendre les mêmes initiatives, et au total, Juncker pense qu'on va pouvoir mobiliser au moins 300 milliards, 315 milliards même, a-t-on dit. Donc je pense que c'est une belle initiative, ce n'est pas gagné d'avance, et donc il va falloir être très sélectif. Il ne s'agit pas de faire porter par ces fonds des investissements dont l'utilité est marginale. Il va falloir beaucoup d'expertise, beaucoup d'indépendance politique aussi, et vérifier qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Les investissements les plus prometteurs sont ceux qui vont impliquer plusieurs États membres. Et donc, ne pas simplement prendre des projets portés par les États eux-mêmes, qui ne pouvaient pas financer, pour les faire financer par ce fonds. Il va falloir, c'est un peu la logique qui avait marqué le grand emprunt pour les investissements d'avenir, qui avait été décidé en France en 2010. Le constat avait été fait par deux anciens premiers ministres, Alain Juppé et Michel Rocard, que notre gestion publique était telle que de budget en budget, on privilégiait les dépenses de fonctionnement et qu'on renonçait aux investissements. Et que venait le temps où il fallait en sortir et revenir à cette notion d'investissement d'avenir. Donc je pense que cette initiative de la Commission est judicieuse. Je lui fais confiance, ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est un signe positif dans cet environnement quelque peu contraint et parfois marqué par le pessimisme. Donc on commence à renverser la table et c'est peu dire qu'il va falloir aussi que l'Europe change sa pratique
et sa faction de fonctionner, et pour tout dire, sa gouvernance. Le budget qui a été voté aujourd'hui au Parlement européen est l'issue d'une négociation difficile avec les États membres. Pensez-vous que cet individualisme de la part de certains États puisse porter préjudice au plan Juncker ou à la croissance de l'Union européenne? En tout cas, c'est un vrai problème. Et j'avoue que je suis stupéfait par l'autisme d'un certain nombre d'États. Le budget européen n'est pas un budget très important, c'est 1% du produit intérieur brut. Et c'est largement un budget d'appropriation. C'est-à-dire que chaque État apporte sa contribution, puisque nous n'avons pas de ressources propres. Les parlements dans le monde, dans les démocraties, ont été créés pour le consentement à l'impôt. Mais le Parlement européen ne vote pas l'impôt, pas encore, parce qu'on n'a pas de ressources propres. C'est dire notre impatience de connaître les propositions du groupe présidé par Mario Monti, pour qu'enfin nous puissions voter des ressources propres pour le budget européen, ce qui ne doit pas aboutir à un supplément de prélèvements obligatoires. Si le Parlement européen prélève directement des impôts, il faut que corrélativement, les États renoncent à une partie des impôts qu'ils mettent en recouvrement et qu'à l'euro près, il n'y ait pas de supplément de contribution obligatoire pour les citoyens européens. Bon, cela étant dit, nous fonctionnons dans un système très procédural, des cadres pluriannuels financiers, c'est-à-dire que le budget est pris dans un tunnel et on n'a pas les moyens de réagir aux événements du moment et à la conjoncture. Je ne crois pas qu'on pourra rester sur un tel dispositif. En tout cas, pour l'immédiat, il y a d'un côté les engagements et les paiements. Et on part de l'idée qu'entre l'engagement et le paiement, il peut se passer quelques mois, 1 année, 2 années ou 3 années. Et à ce cheminement-là, on a accumulé un écart entre les engagements et les paiements qui atteint des limites non supportables. À la fin de l'année 2013, il y avait plus de 220 milliards de restes à liquider, c'est-à-dire d'engagements supérieurs aux paiements. Et le cadre pluriannuel 2014-2020 génère lui-même un supplément de 52 milliards d'écart. 960 milliards d'engagements, 908 milliards de crédits de paiement. Donc ça ne peut pas durer très longtemps. Et c'est si vrai qu'on commence à voir des factures impayées. À la fin de l'année 2010, il y avait 6 milliards de factures impayées sur le bureau de la Commission, 11 milliards à la fin de l'année 2011, 16 milliards à la fin de l'année 2012, 23 milliards fin 2013, et on doit être aujourd'hui entre 28 et 30 milliards. Donc pendant toute cette négociation budgétaire, nous avons tiré le signal d'alarme. D'autant qu'il y avait en 2014 des ressources imprévues du fait d'amendes, du fait d'intérêts de retard que l'Union européenne a pu encaisser. Ces 5 milliards, les États membres voulaient les récupérer au profit de leurs propres budgets nationaux. Et nous avons dit que ce n'était pas possible. C'est un principe de bonne gestion. Quand on a des dettes et qu'il y a des ressources imprévues, on les affecte au paiement des dettes. Et ça a été ça la querelle entre le Conseil et le Parlement. D'autant qu'en utilisant ces ressources imprévues, on ne fait que stabiliser la dette. Donc la négociation a été longue, la conciliation a échoué au bout de 21 jours. Il a fallu 2 semaines de trilogue et on a enfin trouvé un accord extrêmement difficile parce que certains États ne voulaient pas payer. C'est stupéfiant car l'autorité budgétaire est composée de 2 branches. Le Conseil d'un côté qui représente les 28 gouvernements et le Parlement européen. Quand on se met d'accord sur des engagements, l'acte politique est fondé et le paiement n'est que la conséquence mécanique de l'engagement qui a été pris. Et donc cet autisme de certains gouvernements est véritablement stupéfiant. Parce que les dettes accumulées aujourd'hui de l'Union européenne sont déjà les dettes des États membres. Les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, pourraient considérer utilement et sans contestation qu'une fraction de cette dette doit être ajoutée au passif de chacun des États membres. Donc ça a été extrêmement difficile, mais ce qui nous a un peu étonnés, c'est qu'on a beaucoup parlé de paiement, c'est-à-dire d'opérations qui se sont dénouées en 2012, 2013, 2014, et peu des
de l'avenir de l'Union européenne et des orientations budgétaires, alors même que nous sommes au lendemain d'un renouvellement du Parlement européen et qu'il y a une nouvelle commission qui vient de se mettre en place. Donc ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions revoir la procédure budgétaire et le budget lui-même. Et je voudrais que la commission des budgets que je préside soit garante de la valeur ajoutée de chacune des dépenses engagées par l'Union européenne. Valeur ajoutée au regard des exigences de compétitivité, de croissance et d'emploi. Il me semble qu'un certain nombre de dépenses sont un peu automatiques et qu'elles sont parfois même des activateurs de dépenses publiques avec une très faible contribution à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi. Donc ce qui nous attend est très exaltant, très contraignant. Il va falloir que dès le début de l'année 2015, nous fassions pression sur la Commission pour connaître la situation des impayés, pour connaître ce qu'est ce plan d'apurement des dettes et que nous puissions ainsi rétablir la crédibilité et l'autorité de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas continuer à être exigeante vis-à-vis des États membres pour qu'ils présentent des comptes publics équilibrés, pour qu'ils réduisent leur déficit, alors même que l'Union européenne se laisserait aller à une situation, non pas de faillite, mais en tout cas de retard considérable dans ses paiements. Et quand on paie tardivement, on met en difficulté des organisations non gouvernementales à vocation humanitaire, des jeunes allocataires d'Erasmus, des laboratoires de recherche, des entreprises, des collectivités territoriales. Bref, on porte atteinte au crédit de l'Europe. On entend beaucoup en ce moment parler du traité transatlantique. Quels seront les impacts sur le budget européen et quel est votre avis à propos de ce traité entre l'Union européenne et les États-Unis? Je suis réservé. Bon, l'impact sur le budget, c'est l'impact de tous les accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils suppriment les droits de douane. Les seules ressources propres traditionnelles dont dispose le budget européen, ce sont les droits de douane. Et sur un budget de quelques 140-145 milliards, les droits de douane représentent aujourd'hui à peine 15%. Et donc, tout nouveau traité de libre-échange réduira un peu plus la quote-part de ces droits de douane. Mais au-delà de cela, j'ai souvenir que Victor Hugo, à la conférence de la paix en 1849, évoquait le libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Mais nous n'y sommes pas. Il y a dans cette négociation d'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre 28 égoïsmes nationaux. Les États-Unis sont capables d'extraterritorialiser leurs droits et de soumettre à des amendes considérables des banques européennes, des entreprises européennes. Et on a à l'esprit quelques grands noms. Que fait l'Europe par rapport à cela ? Les Européens sont incapables de se rassembler, de s'unir. J'ai à l'esprit la tentative qu'avait eue la Commission il y a un peu plus d'un an à propos du dumping exercé par les Chinois pour les importations de panneaux photovoltaïques. Eh bien, les Européens ont été incapables de s'entendre. Donc je trouve que cette négociation est un peu déséquilibrée et je pense qu'il serait bon, avant de signer de tels accords, que l'Europe revoie son gouvernement et qu'elle aille vers une intégration politique pour tirer toutes les conséquences de l'exigence d'un rapport de force équilibré. Et puis, c'est bien de vouloir s'ouvrir au commerce international, mais le marché intérieur n'est même pas achevé. Je l'ai dit il y a un instant, à propos des télécommunications, à propos de l'énergie, à propos de l'accès au crédit, à propos du numérique. L'Europe est une colonie aujourd'hui du numérique par rapport aux géants que sont Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix. Ces géants américains sont tellement puissants qu'ils parviennent par d'habiles optimisations fiscales, auxquelles contribuent certains États membres de l'Union européenne, dans un désordre total, de ne pas payer d'impôts ici en Europe. Donc je voudrais que les Européens se rassemblent un peu plus et avant que d'aller s'ouvrir au monde entier, qu'ils commencent par achever le marché intérieur. Et puis j'ai à l'esprit qu'on a créé la monnaie unique parce qu'on avait un marché unique. Et que lorsqu'il y avait autant de monnaies que de pays membres de ce marché unique, l'instabilité monétaire déclenchait des dévaluations compétitives qui ruinaient la croissance
et qui suscitait un chômage insupportable. Donc pour couper court à cette instabilité monétaire, on a créé la monnaie unique. Eh bien, si j'ai bien compris, on va créer un marché commun entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, mais nous avons la Réserve fédérale d'un côté, la Banque centrale européenne de l'autre, deux doctrines monétaires très différentes, et donc une absence totale de convergence de doctrines monétaires. Voilà quelques raisons qui me rendent rétif par rapport à ce traité transatlantique. Je suis pour le libéralisme, mais j'attends que l'Europe sorte de son angélisme et qu'elle se donne un gouvernement digne de ce nom pour aller ensuite négocier dans des conditions où les rapports de force sont mieux équilibrés. Monsieur Arthuis, merci. Merci d'avoir donné votre temps pour l'Association des Masters en économie de Strasbourg. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur le site de l'Association des Masters en économie de Strasbourg. Et je salue les économistes de demain. Je ne doute pas qu'ils nous aideront à retrouver la croissance et le plein emploi.